C'est vrai que pendant que j'étais étudiant, j'ai milité à la fois dans les organisations corporatives des étudiants, qui était la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Tous les étudiants africains dans les diverses académies avaient constitué des associations pour défendre nos bourses et autres. Mais indépendamment de ça, on s'était organisé dans des partis politiques. Le parti politique le plus important en nombre était un parti inspiré par le Parti communiste français. C'était le Parti africain de l'indépendance. Le Parti communiste français supportait ses étudiants dans le cadre de sa lutte propre à lui, le Parti communiste français. Et les étudiants africains avaient beaucoup adhéré dans le Parti africain de l'indépendance. Mais moi, avec d'autres étudiants, chrétiens et musulmans, nous avons créé, nous aussi, un autre parti, parce que nous n'étions pas d'accord pour être dans le PAI, qui était un parti marxisant. Et nous avons créé un parti qu'on appelait le Mouvement de Libération Nationale, dirigé par Joseph Kizerbo. Et le mot d'ordre du Mouvement de Libération Nationale, c'était, ils étaient au nombre de 3, indépendance, États-Unis d'Afrique, socialisme africain. Nous étions pour le socialisme, mais pas pour un socialisme inspiré par les valeurs communautaires africaines. Je crois que les intellectuels ont un devoir de vigilance et de veille, et un devoir de solidarité entre les intellectuels, les dirigeants du Nord et du Sud. Devoir de veille pour faire en sorte que la mondialisation et la globalisation se fassent d'une façon raisonnable et rationnelle, et pas juste par l'imposition de force qui échappe au contrôle de l'intelligence. Donc devoir de veille des intellectuels, au nord comme au sud. Devoir de vigilance et de solidarité. Il y a beaucoup de côtés positifs, il apporte de loin les côtés positifs de ce nouveau monde, de l'information, mais il y a des risques et des dangers. Il faut une solidarité entre les intellectuels au nord comme au sud pour faire prévaloir les avantages et atténuer les inconvénients. C'est la première fois que je sortais du Sénégal pour aller en Afrique. La première fois que j'étais sorti du Sénégal, c'était pour aller en Europe. Et c'est à partir de 1963, quand j'ai quitté le Sénégal et que je suis devenu fonctionnaire international de l'UNICEF, que j'ai visité pratiquement tous les pays d'Afrique au sud du Sahara, à l'exception de l'Afrique du Sud. J'ai découvert un continent africain qui venait d'accéder à l'indépendance, qui avait des espoirs considérables et qui a commencé à déchanter au bout de les 10 ou 20 premières années de l'indépendance. Parce que les élites qui avaient hérité le pouvoir des colonisateurs dans les pays d'Afrique n'avaient pas fait avancer les pays autant que les populations le souhaitaient. Au point que, par exemple, ils disaient qu'il ne fallait pas avoir des partis politiques. Il fallait avoir dans chaque pays un parti unique, sous prétexte que si on avait des partis nombreux, il y allait y avoir des partis ethniques
Pour cette raison, ils ont réduit la liberté de formation des associations. Et d'autre part, alors, tout ceci a eu pour conséquence qu'au bout de 5-10 ans d'indépendance, les militaires ont pris le pouvoir dans la plupart des pays d'Afrique. Ça, c'est le phénomène auquel j'ai assisté pendant que j'étais dans cette position internationale. Il m'est arrivé quelquefois d'arriver dans un pays. J'arrive, et en particulier, je me souviens d'être arrivé une fois à Accra. Mon avion a atterri. Tout de suite, il a été entouré par des militaires avec des mitrailleuses tournées vers l'avion. C'est ainsi que j'ai su qu'il y avait eu un coup d'état militaire la veille. Et bon, il y a eu donc comme ça des coups d'état militaire dans beaucoup de pays d'Afrique. Et j'ai vécu ça en première ligne. Et puis, à partir des années 90, la cascade de coups d'état militaire s'est arrêtée parce que les militaires se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gérer le pouvoir. Et donc, il y a eu des conférences nationales au Dahomey, actuel Bénin, au Congo, des conférences nationales qui ont permis que la société s'est reprise, les partis politiques, les syndicats se sont retrouvés et les forces religieuses pour écarter les militaires et mettre les civils au pouvoir, mais des civils qui seraient plus démocrates, avec la multiplicité des partis, etc. Voilà les choses auxquelles j'ai assisté pendant ces périodes. La chaleur de la vie familiale. Louga, la petite ville de Louga où j'ai vécu les 10 premières années de ma vie. Quand j'ai appris la nouvelle de la déclaration de la guerre en 1938, j'avais 10 ans. La déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais enfant à Louga. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça a été un phénomène assez important dans ma vie. Je ne savais pas ce que c'était que la guerre, mais je dois dire que c'est une nouvelle qui m'a suivi pendant longtemps dans ma vie. Nelson Mandela. Une pièce de théâtre de Shakespeare. C'est, je crois, le rêve d'une nuit d'été, où il met en scène Caliban et Prospero. Caliban étant, à mon avis, le représentant du non-Occident. Prospero étant le représentant de l'Occident. C'est l'Occident qui va à la découverte du reste du monde. Et je dois dire que j'ai lu cette pièce de théâtre de Shakespeare quand je devais avoir entre 15 et 20 ans. Et j'ai pensé qu'elle exprimait une situation vraiment qui me concernait, qui exprimait bien ce que nous ressentions chez nous. Ay se madoila, ibolo madoila.